Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux nous raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par note vocale et on va jouer ici sur YouTube. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne YouTube c'est DMG TV. C'est vrai, on a aussi une deuxième chaîne YouTube au nom de DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, tu es libre d'envoyer ton histoire et on va jouer ici. Et tous ceux qui sont connectés, sachez que tous ceux qui envoient les histoires lisent les commentaires. Donc, si vous avez un message pour eux, laissez-le en commentaire. Merci beaucoup. On va déjà commencer. Sachez que ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. N'oubliez jamais de laisser un like. Merci. Donc, première histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a 3 ans de cela. C'est pas une histoire peut-être racontée à la télé ou entendue quelque part, mais c'est l'histoire de la petite sœur à la maman, à l'ami de mon petit frère. Donc ce qui fait que j'ai été témoin moi-même, j'ai assisté. Donc la petite sœur tombe malade. Bon, elle a assez mis du temps dans sa maladie. Elle a passé au moins beaucoup de mois dans la maladie. Et après, elle est hospitalisée. Quelques temps après, elle décède. Donc après qu'elle est décédée, on a fait la veillée. Tout ça, il y avait la veillée chez eux à la maison. Maintenant, pendant la veillée, quand on parle des histoires des revenants et tout là, vraiment, nous ne savons pas si réellement nous mourrons. Ou est-ce que la mort n'est qu'une illusion? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est, comme on dit dans les films de la fiction? Ça aussi, on ne sait pas. Mais la dame, quand elle décède, durant la veillée, elle rencontre un homme qui vivait dans l'autre quartier. Donc, c'est-à-dire 2 quartiers voisins qui sont séparés uniquement par un pont. Donc, le quartier voisin, elle rencontre cet homme qui vivait de l'autre côté du second quartier. Et donc, pendant la veillée, toutes les soirées, elle se rencontrait avec le monsieur. Elle partait passer ses nuits là-bas. Et le lendemain, le matin, le monsieur avait une moto. Le monsieur passait la déposer le matin. Et donc, quand il lui déposait le matin, il lui remettait moyennant quelque chose pour la journée, pour le déjeuner et puis le manger. Et c'est comme ça que ça s'est passé tout le long de la veillée. Donc, si la veillée a duré 7 jours, ils ont fait 7 jours dans la même routine. Elle va dormir. Le lendemain, le monsieur lui dépose. Elle passe sa journée. Quand il est 19h, le monsieur rappelle la fille. Mais tu es où? Mets-toi au coin, je te prends. Il lui prend et il repart à la maison, ainsi de suite. Et donc, ce jour-là, elle avait dormi. Donc, je ne sais pas si c'était avant qu'on enterre ou après l'enterrement, ou 2 jours après ou quelques jours après. Elle va dormir chez le monsieur. Et en matinée, le monsieur ne lui a pas, quand il lui a déposé, il ne lui a pas remis le déjeuner. Et il lui dit, rentre à la maison. Au plus tard, 10h, je viendrai te déposer l'argent pour que tu manges dans la journée. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Et elle rentre. Le monsieur s'en va. Donc, quand les 10 heures se sont écoulées, il est arrivé dans le quartier et tout ça. Il arrive jusqu'à la maison parce que lui laissait juste au coin. Donc, peut-être à 4 parcelles de là où elle vivait. Donc, à 4 parcelles de là où était aussi le lieu de la veillée. Donc, après, quand le monsieur arrive, le monsieur demande, je veux voir, je vais la prénommer Magali. Je veux voir Magali. On dit, mais quelle Magali? On dit, mais je veux voir Magali. On dit, oh, les gens ont commencé à être tristes, les visages ont changé, les humeurs. Quelle Magali tu cherches? Oui, tout ça, c'est ma copine d'habitude, j'ai l'habitude de la déposer, tout. Tu sais que les gens... On dit, non, mais Magali est décédée. On enterrait même le même jour. Ou c'était le lendemain. On dit, non, Magali, elle est décédée. On enterrait hier. Elle dit, quoi? Il dit quoi? Non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que moi, je lui ai déposé ce matin. Et si je suis revenue ici jusqu'à la maison, c'est parce que
Je n'ai pas remis de quoi se nourrir. C'est pourquoi je suis venue lui déposer ça. On dit c'est pas possible, Magali est décédée. C'était chaud. Le gars prend le téléphone, appelle le numéro de Magali, le numéro de Magali ne passe pas. Il dit ça c'est pas son numéro. On dit oui c'est son numéro. Merde. Tu vois le monsieur est en moto. Le monsieur s'est roulé au sol, il a commencé à pleurer. Les gens sont sortis. Et c'était un matin, il était 10 heures. Donc après c'est maman qui... J'ai senti le bruit, tout ça. Moi aussi je suis sortie. Et j'ai vécu l'histoire moi-même comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens se sont levés debout. Mais non, regardez ce que Magali est en train de faire dans le quartier. Vraiment, mais Magali, comment tu peux faire ça vraiment? Toi, tu peux peut-être décéder, tu vas encore sortir avec quelqu'un pendant le long de la vie. Le monsieur, là, on a commencé à le lancer de l'eau là-bas parce qu'il n'arrivait plus. Il a commencé à suffoquer. Il a pleuré toutes ses larmes de son corps. Il a dit, c'est pas possible. C'est pas vrai. Tous les jours, je dors avec elle. C'est pas possible. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. Après, les hommes sont venus, on a relevé le monsieur, tout ça là, tout. Après, ben, c'est passé comme ça. Donc, on ne sait pas ce qui est devenu le monsieur, si après, on ne sait pas ce qui lui est arrivé plus tard, après être sorti avec cette Magali-là. Donc, on se demande toujours qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que Magali, pendant son séjour, je ne sais pas si je vais appeler ça le séjour de mort, ne savait pas qu'elle était décédée ou comment. Donc ça aussi, on ne sait pas. Donc vraiment, soyons prudents. Toutes les femmes ne sont pas des femmes à courtiser. Ou bien, soyons toujours dans la prière pour ne pas que nous soyons confrontés à ce genre de situation. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on va passer à la deuxième histoire. Bonjour, je vais raconter mon histoire. Je m'appelle Jean-Paul, je vis en France, plus précisément à Paris. Eh bien, ça fait presque 26 ans que je suis sorti du Cameroun. Je suis né d'une famille très pauvre, très très pauvre d'ailleurs. Et dans le quartier, euh, dans, nous vivions dans une maison de matériaux provisoires, c'est-à-dire les maisons en carabo, ceux qui connaissent. Et on n'avait pas l'eau courante. Hein. On n'avait pas l'eau courante dans notre maison. On n'avait même pas l'électricité d'ailleurs. Lorsque on demandait aux voisins de nous donner de l'électricité, ils nous disaient toujours, vous n'avez pas l'argent pour pouvoir payer. Et moi, je n'ai pas fait de grandes études. Je me suis arrêté au niveau de terminal, du moins, seconde, oui. J'étais au collège CPFO. Et donc, j'ai commencé à faire des petits travaux, puisque j'ai fait F4. J'ai commencé à faire des petits travaux par-ci, par-là, dans les chantiers. Comme je voyais ma famille sombrer, c'est-à-dire nous étions dans une misère totale. Mon père a fait 9 enfants, c'est-à-dire nous sommes dans une fratrie de 9 enfants. Eh bien, je ne voyais pas une issue. Je me disais donc, est-ce que je vais vivre comme ça? Il va falloir que je fasse quelque chose. C'est comme ça donc que je m'organise à pouvoir sortir du Cameroun. Je sors du Cameroun, je prends la route de l'aventure. Je vais en aventure passant par le Mali, le Burkina, partout là-bas jusqu'en Algérie, jusqu'au Maroc. Et arrivé donc en Espagne, j'ai commencé à me battre comme un bon petit lion. Je me suis battu correctement et je soutenais ma famille étant en Espagne avec les petits moyens que j'avais. Du coup, je me suis dit, la charge que j'ai laissée au pays est tellement énorme, il va falloir que je fasse un peu plus d'efforts. C'est-à-dire, je me suis lancé dans les affaires. Et dans les affaires, j'ai commencé à engagé beaucoup de sommes. Et j'ai ouvert, je n'avais pas de numéro de compte au Cameroun, donc du coup, j'ai envoyé l'argent à mon petit frère, il a ouvert un compte. J'arrive au Cameroun dans le 4 ans plus tard, oui. 4 ans plus tard en Espagne, j'arrive au Cameroun pour la première fois, parce que j'avais déjà fait 2 ans en route. Donc ça faisait 6 ans que j'étais sorti du Cameroun. Donc j'arrive donc au Cameroun, je trouve mon compte. C'est-à-dire on va à la banque, mon petit frère me montre l'argent que j'avais dedans. C'est vrai qu'il avait quand même déjà pris quelques sous. Mais l'argent que j'ai
me permettait de pouvoir m'acheter un terrain et de me construire. Je me suis dit non. La même maison que j'avais laissée en lambeaux, je les ai retrouvées dedans. Je ne peux pas vivre heureux tout seul. C'est vrai que j'avais acheté déjà mon terrain au niveau de Bonamoussadi, mais me construire une belle maison et les laisser dans une maison en carabote, c'est pas bon. Donc le mieux, c'est de m'acheter un terrain, je me suis acheté un terrain déjà, et de casser la maison qui est en carabote au kilomètre 8, PK8. Ceux qui connaissent Douala, c'est vers la zone de Bassa. Alors j'ai cassé la maison qui était en lambeaux, j'ai construit un R plus 3, et dans ce R plus 3, j'ai donné à chacun un appartement. Et moi, j'en avais aussi quelques appartements que j'ai mis à location. Mon frère et mes sœurs qui m'écoutaient, voilà comment je reviens ici, je continue à me battre, je continue à me battre, et je rentre au Cameroun, j'ouvre une boîte de nuit. Si je vous donne le lieu de la boîte de nuit, beaucoup me reconnaîtront. Je préfère ne pas donner le nom de la boîte de nuit. Voilà, donc j'ai ouvert une boîte de nuit et j'ai donné la gérance à mon petit frère. Mon petit frère qui gérait mon compte bancaire au Cameroun, bien sûr. Donc, c'est à lui que j'ai donné la gestion. Il a balancé tout, c'est-à-dire c'est quelqu'un que, voilà, on venait lui donner la recette à la maison parce que c'est lui, il était un grand patron. Il venait ouvrir la boîte de nuit à 22 heures, à 20 heures, et il rentrait au plus tard à 22 heures. Et le matin, on venait lui donner la recette à la maison. Donc, il ne savait même pas combien on a vendu. Donc, la boîte est tombée. Et donc, quand j'avais donc ouvert la boîte de nuit, à l'ouverture, à l'inauguration de la boîte de nuit, ma maman, j'avais invité ma mère puisque mon papa n'était plus. Et j'ai un peu sauté quelque chose un peu plus avant. Lorsque j'étais en Espagne, j'ai fait venir mon petit frère, celui qui me suit directement, parce que c'est lui qui avait ouvert le compte bancaire au Cameroun, et c'est lui qui suit, c'est lui que j'ai amené en Espagne. Voilà. Donc celui que j'ai amené en Espagne vivait chez moi en fait. Voilà. Et donc je lui ai aussi mis dans le monde des affaires, on faisait des affaires et tout ça. Ça lui promettait pas mal. Sauf que je ne savais pas que j'étais pas la bienvenue. C'est-à-dire que mon ascension fulgurante dérangeait non seulement ma mère, mais aussi mon petit frère. Donc c'est comme ça que je suis parti au Cameroun ouvrir ma boîte de nuit, comme j'ai bien dit. Ma maman était dans la boîte de nuit pour l'ouverture, mais je la voyais tellement frustrée. Je me disais, mais pourquoi maman est frustrée? À chaque fois que je venais, je lui demandais que maman, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es frustrée? Elle me dit non, ça va. Elle me dit non, ça va, non, ça va. Après l'ouverture de la boîte de nuit, ma maman elle m'a invité chez elle. Elle m'a dit de venir la voir. Elle me dit, donc mon fils, tu sais, tellement tu es en train de faire des choses au pays, non seulement tu as construit l'immeuble au PK8, tu as acheté le terrain à Koto, plus précisément, à Bonamoussadi, et tu es venu faire aussi la boîte de nuit, donc tu es en train de monter rapidement. J'ai peur pour toi, pour ta vie. Donc je voulais que tu ailles chez j'ai ton oncle, il y a un oncle là qui peut te blender en fait. Je dis non maman, tu sais, ces choses-là, moi j'aime pas. Elle me dit non, 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 mon fils, c'est vraiment, je vais t'accompagner, on va te blender parce qu'il faut que tu sois protégé. Je dis, oh, maman, je n'aime pas. Elle a tellement insisté, elle a insisté, que j'ai finalement accepté. J'ai dit bon, allons. Je suis allé là-bas, sauf que c'était, quand je suis allé là-bas, c'était pour me retirer mon étoile, pour voler mon étoile en fait. Voilà. Donc, pour voler mon étoile. Et je vous précise que mon petit frère que j'ai ramené en Espagne, lui et moi, nous ne sommes pas même père. Voilà, nous ne sommes pas même père. C'est-à-dire que pendant que ma mère était mariée à mon père, ma mère a eu le toupet de faire l'enfant avec le petit frère de mon père dans la même maison. Vous voyez un peu? Donc, l'enfant là était un enfant adultérien. Et donc, l'enfant là était beaucoup plus aimé que moi. C'est après des années que j'ai constaté cela. Mais bien avant, je ne savais pas. Donc, c'est comme ça donc qu'ils m'ont amené là-bas. Ils ont fait des incantations, ils ont fait des trucs. Je me suis dit, bon voilà, c'est le blindage. Pourtant, ce n'était pas le blindage. C'était plutôt le vol de mon étoile. Ils ont volé mon étoile et
ils ont remis ça à mon petit frère. Lorsque mon petit frère a fait le voyage pour aller au Cameroun, soit disant qu'il partait en vacances, c'était pour qu'on lui remette ce qu'on avait volé sur moi. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, on lui a donné donc, on lui a fait des cérémonies, on lui a remis mon étoile et tout ça là. Mon petit frère n'était pas un homme d'affaires aussi fulgurant. C'est vrai qu'il avait un peu de moyens qui lui permettaient de payer son loyer, manger suffisamment, oui, mais dès qu'il est rentré du Cameroun, j'ai commencé à sombrer. Moi, j'ai commencé à sombrer. Moi, Jean-Paul, j'ai commencé à sombrer. Et lui, il a commencé à avoir une montée fulgurante. Tous les 2 semaines, il était au Cameroun. Tous les 2 semaines, il était au pays. Il s'est construit, il a fait beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses. Il a construit une mini-cité, hein, je peux dire. Une mini-cité, il a mis en location. Il était tout le temps au Cameroun et voilà quoi. Donc, moi, j'ai commencé à sombrer. J'ai sombré jusqu'à ce que je me suis retrouvé dans la rue. C'est-à-dire que j'ai tout perdu. Je n'arrivais même plus à payer même mon loyer parce que j'avais déjà presque des aérés de 1 an d'impayés. Je me suis retrouvé dans la rue. Tout ce que j'avais dans la maison, on a saisi. J'ai commencé à dormir dans la rue, du moins. Oui. Et mon petit frère ne me gérait même pas, hein. C'est-à-dire que quand je lui soumettais un souci, il passait comme si euh, je n'existais pas. Donc c'est comme ça que je me suis battu et j'ai commencé à se dire, à soupçonner. Donc, depuis que ma maman m'avait amené chez ce monsieur-là, chez notre oncle-là, soi-disant qu'il va me blinder, mais c'est le contraire que je reçois, c'est-à-dire que c'est les problèmes plutôt que j'ai. Et du coup, je suis parti au Cameroun pour aller voir les prêtres. On m'a conseillé qu'il fallait aller voir les prêtres. Je suis allé voir les prêtres. Les prêtres ont prié pour moi. Je suis revenu ici encore. Rien du tout. J'ai changé de pays. Je suis venu en France. Et de la France, je suis encore reparti au Cameroun. La deuxième fois, c'est ma grande sœur qui m'amène chez les Pygmées, au niveau de l'ouest, de l'est. Voilà, au niveau de l'est. Chez les Pygmées, là-bas, ils me disent qu'ils ne peuvent pas. Ce qu'on a fait sur moi, là, c'est incapable, c'est impossible de me l'enlever. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Je suis revenu encore ici, en France. Je crois 6 mois plus tard, j'ai encore pris le billet d'avion à crédit parce qu'il y a des structures ici que tu peux prendre le billet d'avion à crédit et payer peut-être en 4-5 fois. Voilà. Je n'avais plus rien, mais c'est vrai que j'avais quand même, il me manquait pas peut-être 200 euros, 300 euros par mois, je dis bien par mois, 200, 300 euros par mois. Et donc, je suis reparti encore au Cameroun. Et dans toutes mes démarches, ma maman ne m'avait plus jamais accompagné. Elle ne m'avait plus jamais accompagné. Sauf le jour où il fallait aller voler mon étoile pour donner à son fils, à son vrai enfant. Donc, c'est comme ça donc, que mes amis ont continué et tout. Donc, et je me suis donc rendu compte que ma maman était dans une association Manger des enfants. Parce que nous étions au nombre de 9. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous sommes au nombre de 4. Donc 6 ont été mangés. Moi, je devais être le 7e. Sauf que l'Éternel Dieu a dit non. Je suis son fils, elle ne me mangera pas. Donc voilà donc comment mon petit frère a commencé à me narguer, comme quoi on me traitait de bête. Je suis devenu le plus moche, le plus bête de la famille. J'étais dans l'isolement total, donc personne ne me parlait, voilà. Et j'ai donc compris enfin que, ah, donc tiens. Donc ce qu'on m'avait fait là, c'était pour voler ce que j'avais. Donc c'est là où j'ai commencé, au lieu de repartir au Cameroun, il y a une amie qui m'avait conseillé de voir avec une église qu'on appelle le christianisme céleste. Je les connaissais au Cameroun, mais je ne les avais jamais rencontrés ici en France. Donc c'est comme ça que je rentre dans cette église-là, je vais là-bas, on me fait quoi? On me fait des visions, voilà, on me fait des visions, et c'est là-bas qu'on me dit ce qui s'est réellement passé. On me dit, c'est-à-dire point par point, ce qui s'est réellement passé. Ta maman t'a amené quelque part, ils ont fait telle cérémonie, et voilà ce qui s'est passé dans la cérémonie. Ils t'ont volé, voilà, ils t'ont tout volé. Ils ont tout volé et ont donné à ton petit frère. Aujourd'hui, ton petit frère est en position de force, de moyens financiers et tout, en fait. Je les ai dit oui, effectivement, c'est ça. Donc, c'est là où le combat a commencé. Ils ont commencé à me faire des traitements
au point où, à chaque fois qu'on me faisait le traitement, c'est-à-dire qu'on me faisait des prières, je n'étais plus en contact avec ma mère parce qu'à partir du moment où j'avais su que ma maman, c'est elle qui est à l'origine de mon malheur, je n'étais plus en contact avec elle. Mais à chaque fois qu'on me faisait des prières, qu'on me faisait des travaux, ma maman là, cette sorcière-là m'appelait. Elle m'appelait, sauf que je ne décrochais pas le téléphone. C'est-à-dire, elle ressentait là-bas qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et alors, j'ai persévéré dans les prières avec le christianisme céleste, sans publicité, hein, je ne fais pas la publicité d'une église ici. Et alors, j'ai continué, les travaux ont continué, les travaux ont continué. C'est là où on vient m'annoncer, je parle comme ça, quand je parle de travaux, c'est-à-dire, j'ai fait presque 6 ans, 7 ans de combat. 7 ans de combat. 7 ans de combat avec le christianisme céleste. 7 ans de combat. C'est la 7e année qu'un visionnaire, parce que là-bas on les appelle les visionnaires, ceux qui donnent le message, qu'un visionnaire vient me dire, bientôt ta maman sera frappée par Dieu. Mais ne pleure pas. Ne va même pas au deuil. Donc c'est comme ça que ma maman a été foudroyée. La première fois, elle a eu un AVC. Elle est allée à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, les médecins se sont étonnés que le lendemain, quelqu'un qui a été frappé par l'AVC, soi-disant, marche de ses 2 pieds sans problème, elle mange, elle parle sans souci. Même les médecins étaient étonnés. Elle est rentrée. 1 mois plus tard, 2e AVC. Elle a toujours été hospitalisée par son fils bien-aimé, bien sûr, dans une clinique. 2 jours plus tard, elle s'est remise sur pied. Le mois qui suivait, elle a été foudroyée maintenant, triple AVC, c'est-à-dire que l'AVC l'a frappé 3 fois. Et là, elle a pissé sur elle, elle a chié sur elle, et elle a rendu l'âme. Donc, à partir de cet instant-là, avant qu'elle ne rende l'âme, j'ai sauté une petite précision, avant qu'elle ne rende l'âme, comme elle était toujours avec son fils, et que c'est son fils qui s'occupait soi-disant de son AVC, elle a eu le temps de lui remettre la sorcellerie. Voilà. Donc, apparemment, elle a vomi, c'est la sorcellerie qu'elle avait dans le ventre. Elle a vomi, c'est comme un gros caillou, elle vomit. Elle a vomi ça et mon petit frère a pris et il a avalé. Sauf que bien avant que de remettre ça à ce petit frère, à mon petit frère là, celui qui avait géré mon compte, celui qui avait aussi géré ma boîte de nuit, ma maman lui avait proposé déjà ça et lui il a refusé. Il a dit non, je ne peux pas accepter ça, maman. La sorcellerie, je fais quoi avec? Non, mon fils, ça va t'aider. Mon petit frère là qui gérait ma boîte de nuit avait refusé. Je ne vais pas citer son nom ici. Et c'est donc celui-là que j'avais amené en Espagne ici, que j'ai tout donné. Il a vécu chez moi encore, il a vécu chez moi pendant 3 ans. Vous savez, ici en Europe, lorsque quelqu'un arrive, même si c'est ton frère, même père, même mère, tu ne peux pas le loger plus de 6 mois. Mais il a vécu chez moi pendant 3 ans. C'est moi qui faisais tout. Même sa femme qu'il a épousée aujourd'hui, la femme qu'il a aujourd'hui, c'est moi qui la lui avait présentée. Donc, mon petit frère a donc pris la sorcellerie de notre maman et aujourd'hui, il continue à nuire à ma vie. Il n'arrête pas. Je le vois ici tout le temps dans mon salon, lorsque je dors dans la nuit, je le vois dans le songe. Et voilà comment j'ai été remercié en fait. J'ai été remercié de cette façon-là. Il faut faire attention. Je viens ici donner mon témoignage pour que vous fassiez attention. Parce que il y a beaucoup de gens qui disent dans les réseaux sociaux, oh non, si ta maman voulait te tuer, elle pouvait te tuer quand tu avais 6 mois. Il suffisait juste qu'elle t'appuie le cou et tu serais mort. Oui. Pourquoi donc nos mamans nous laissent souvent grandir et nous cherchent à nous tuer et parfois nous tuent? Parce que je vous ai rappelé que nous étions 9 enfants, aujourd'hui nous sommes 4. Elle en a mangé jusqu'à 6. Faites attention. Il y a les bonnes mamans, il y a les bons papas, il y a aussi les mauvaises mamans, il y a les mauvais papas. Faites attention, faites très attention. Lorsque vous voyez une mère, une maman qui, de sa sagesse, vous dit de vendre tout, parce que j'avais
mon immeuble, du moins ma boîte de nuit qui était tombée, c'est vrai, mais mon terrain que j'avais acheté, qui était mon dernier rempart, ma maman me dit de vendre tout ça, de vendre tout. Je dis que mais je vends mon terrain là, pourquoi? Elle me dit non, non, vends ça comme ça, ça va te servir pour manger, comme tu dis que tes activités ne vont pas en France. Vous vous rendez compte? Et ce jour-là où elle m'avait dit de vendre mon terrain, elle m'avait appelé chez elle pour me remettre une somme de 50 000 francs. Tenez-vous bien. En me remettant la somme de 50 000 francs, je ne savais pas qu'elle avait déjà fait des incantations sur la somme d'argent. Lorsque j'arrive chez elle, elle avait attaché ça dans son pagne. Elle a détaché le pagne qui était noué sur son rein, autour de son rein. Elle a enlevé les 50 000 francs là, elle me les a remis. Je tends la main pour prendre l'argent. Non, elle me dit non, 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 ne prends pas ça avec une main. Prends ça avec deux mains. Vous vous rendez compte? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle était en train de m'attacher les deux mains pour que je ne puisse pas avoir les finances. Je vous jure, mes frères et sœurs, ça fait 16 ans que je suis dans la galère. Jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ça fait 16 ans que je suis dans la galère. Heureusement que l'Éternel Dieu m'avait donné une femme digne de ce nom. Ma femme me supporte depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui. C'est ma femme qui paye toutes les factures. Après, quand on nous avait mis dehors, je venais de faire venir ma femme du Cameroun. Depuis que ma femme est arrivée ici, ma femme, c'est elle qui paye tout. L'eau, la lumière, tout, c'est ma femme qui paye jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela que je vous appelle, du moins, je fais cette vidéo, pas cette vidéo, pardon, je fais excusez-moi, je suis vraiment dans les émotions. Je fais donc ce voice-là dans une maison, sinon j'aurais fait ça dehors. C'est ma femme qui me soutient dans tout. Nous avons deux enfants, c'est elle qui paye les factures, c'est elle qui paye l'eau, c'est elle qui paye la lumière, c'est elle qui paye la nourriture, c'est elle qui me donne un peu d'argent de poche. Partout où je vais chercher le travail, on prend tout le monde sauf moi jusqu'à aujourd'hui. Donc je continue toujours dans les prières avec le christianisme céleste. Donc, si quelqu'un a des conseils à me donner, j'attends vos conseils. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. C'est trop long, mais j'ai coupé un peu plus court. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Ok, bonsoir, monsieur DMG. Voilà, tout d'abord, je vous remercie pour le postcard que vous avez créé. Vraiment, ça nous permet chaque jour de pouvoir nous édifier. Je l'ai découvert récemment, votre chaîne. Bon, ben, la plupart des histoires m'ont beaucoup marqué. Donc, voilà, je me suis abonné à YouTube et tout. Je prends le courage aujourd'hui de vous faire ce voice parce que vraiment l'histoire qui m'a été racontée par une de mes clientes m'a particulièrement touché. Cela m'a particulièrement touché parce que c'est pas la première cliente qui me raconte une histoire, une situation qu'elle a vécue, qui comment dire, va dans un sens commun à ce que j'ai déjà eu à entendre. Et donc, comme ça se répète, vraiment, je me suis dit aujourd'hui, pourquoi ne pas la partager pour amener déjà les parents déjà à prendre conscience d'un certain nombre de choses et amener les enfants également, les jeunes, toutes les personnes là qui se marient aujourd'hui ou qui sont dans des relations où les parents viennent à dire non, je ne veux pas, ou voilà, pour une raison ou pour une autre, vraiment à prendre conscience. Alors, moi je suis Madame X, je vais dire comme ça parce que j'ai pas envie j'ai pas envie qu'on me reconnaisse. Voilà, c'est pas une expérience propre à moi. Voilà, donc je viens juste pour partager. Je suis Madame X et puis je suis spécialisé dans le prêt-à-porter. Donc j'ai des magasins de prêt-à-porter un peu partout sur le territoire camerounais. Voilà, j'ai au niveau de Yaoundé un prêt-à-porter. Au niveau de Yaoundé, je vais dire le nom du quartier. Alors, j'ai une cliente en particulier parce que je fais dans le prêt-à-porter de luxe. J'ai une cliente en particulier qui me fait la recette. Elle me fait souvent, régulièrement la recette. Et c'est une qui, tous les trimestres, elle vient souvent et puis elle me fait la recette. Parfois, les mois, elle peut passer des commandes. Quand j'ai des arrivages et que je publie, voilà, elle ne va pas hésiter à passer des commandes. Alors, la dame
et elle a disparu. Voilà, elle ne m'a plus donné de nouvelles, me donne pas les nouvelles et tout. Pratiquement depuis 4 mois déjà. Bon, moi, ça m'inquiétait un peu parce que voilà, quand vous avez une cliente avec laquelle vous vous êtes déjà lié d'amitié, avec qui peut-être, voilà, même quand elle ne passe pas de commande, elle va vous appeler, prendre les nouvelles des enfants. Parfois, elle peut passer en boutique, vous discuter un peu. Donc, c'est un peu bizarre. Bon, mais moi aussi, également, avec les voyages que je fais en Turquie, en Chine, je ne me suis pas arrêté, je ne me suis pas attardé en fait là-dessus. Et surtout que voilà, avec le nouvel an chinois, vraiment, j'étais concentré, focus sur mes activités. Ce qui se passe, c'est que quand je reviens de la Chine, je publie comme à mon habitude les arrivages et tout le reste. La dame ne réagit pas. Bon, je me dis, ah. Puis je vois même, quand j'écris dans son WhatsApp, je vais dans son eBay, je m'en vais lui écrire, je vois toujours que c'est une barre, il n'est pas connecté et tout. Et puis je vois la dernière, la date, le dernier moment où elle était en ligne, je vois ça remonte à des mois. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Moi, je connais pas là où elle habite. Donc voilà, c'est juste qu'on se voit au niveau de la boutique, on discute et tout, c'est tout. Donc je sais pas là où elle habite, je sais même pas si elle a quelqu'un de commun et tout. Mais je me souviens que une fois, elle était venue pour une manifestation. Ça devait être un cortège, je ne sais pas le cortège de qui. Elle était venue avec sa petite sœur. Elle était venue pour choisir quelques tenues là liées à la manifestation. Elle m'avait brièvement présenté sa petite sœur là. Alors aujourd'hui, tout à l'heure, parce que là, elle vient de partir. Tout à l'heure, voilà, je la rencontre d'abord. Nous sommes dimanche. Je l'ai rencontrée jeudi. Jeudi, je l'ai vu brièvement. Moi, j'étais dans la voiture, j'étais dans le taxi. Je l'ai vu brièvement, on s'est salué là. Et puis, elle partait parce qu'elle sortait d'un magasin, elle est entrée dans le taxi. Quand moi-même, je partais déjà. Et puis, on s'est salué. Elle m'a dit, non, je lui ai demandé, mais ça fait longtemps et tout. Elle m'a dit, non, je vais partir à la boutique, je vais passer à la boutique. Donc, aujourd'hui, elle est partie en boutique. Et c'est là où elle me raconte donc. Vraiment, j'ai eu la chair de poule. Elle me raconte que, voilà, elle était absente parce que sa petite sœur que j'avais vue, qu'elle m'avait présentée brièvement là, actuellement, elle vit chez un pasteur, chez un homme des dieux. Elle vit chez un pasteur où, voilà, elles ont dû marcher partout, partout, partout pour essayer de délivrer sa petite sœur là. Et donc, finalement, elles ont atterri chez un homme de Dieu. C'est là-bas que sa petite sœur, elle est depuis pratiquement 2 mois. Maintenant, elle peut sortir déjà et voilà, vaquer à ses petites occupations parce que déjà, l'état de sa petite sœur, quand même, ça va. Et puis, elle a profité pour me dire, je me souviens que toi, tu es quelqu'un qui prie beaucoup. Vous êtes comme tu es dans les born again. En fait, nous qui sommes dans les églises de réveil, là, c'est comme ça qu'on appelle les born again. Elle me dit, vraiment, comme tu es dans les born again, là, est-ce que tu n'as pas un pasteur, quelqu'un à me recommander et tout? Je dis, non. Pourquoi? Bon, on a l'église, si tu veux venir chez nous et tout. Elle me dit, non, franchement, il faut que parce que vraiment, j'ai traversé une période là, vraiment. Actuellement, ma petite soeur là, elle est là-bas chez ce pasteur-là, mais je ne sais pas, je vais taire le nom de cet homme de Dieu-là. Elle me dit, mais bon, voilà, ça se calme quand même, mais vraiment, ça, si c'est que 2 ou 3 personnes peuvent s'y mettre sur son cas, vraiment, j'aurai un peu l'esprit tranquille. Et c'est là où je lui demande, mais qu'est-ce que ta petite soeur est là? Elle me raconte donc que sa petite soeur, voilà, elles sont, comment on dit, elle est issue d'une famille polygame. Elle est l'enfant de la première femme et sa petite soeur là, elle est l'enfant de la deuxième femme. Alors, le papa, il a vraiment tenu bien son foyer. Les femmes s'entendaient à merveille. Donc, les enfants ont grandi dans beaucoup d'amour. Du coup, c'est difficile de savoir que si on ne te dit pas, tu ne peux pas savoir que voilà, ils n'ont pas la même mère. Et ils ont perdu les parents plus tôt. Donc, le papa, il est mort plus tôt. Sa maman, elle est morte aussi, mais comme eux, ils étaient un peu plus grands, c'est la deuxième femme là qui les a élevés, ils se sont battus comme ça et tout. Et tout récemment, si leur maman là également, elle est morte, parce que je me souviens même elle avait partagé avec moi le programme de ce deuil-là. Voilà, donc la dame là aussi, elle est morte. Donc du coup, elle étant l'aînée, voilà, elle a grandi avec ses frères, c'est ceux qui sont un peu partout voilà, d'autres sont en Europe, d'autres sont un peu partout dans le Cameroun. Là, bon, je vais être très bref, hein. Et donc, la dernière avec qui elle est dans la même ville, donc avec qui elle est ici à Yaoundé, elles sont dans la même ville à Yaoundé. La dernière avec qui elle est, celle-là, quand elles étaient plus jeunes, les amours d'école, elle avait son petit ami des classes avec qui elle a fait les bancs, les mêmes classes et tout. Bon, les enfants, le temps a passé, ils ont grandi, ils ont fait l'université, ils ont grandi. Voilà, ils ont voulu se marier.
Elle dit que tout se passait bien. L'enfant, sa petite soeur n'avait pas de problème. Quand ils ont voulu se marier, la maman du gars, donc de son beau-frère, s'y était farouchement opposée. Le monsieur en passant, il est Bouddha. Et ma cliente là, elle est Tiank. Bon, mais les villages, je ne suis pas rentré en profondeur pour demander. Je sais que le monsieur, il est Bouddha. Bouddha d'où, je ne sais pas. Elle est Tian. Tian d'où, vraiment, je ne sais pas. Mais voilà, je sais que le monsieur est Bouddha, la dame, elle est Tiank. Et donc, elle dit que sa petite soeur, là, la maman de ce monsieur-là, elle s'y opposait. Elle ne voulait pas cette union et tout. Elle refusait. Elle a catégoriquement refusé le mariage. Mais comme les enfants savent s'entêter, le gars, il s'est entêté. Il a dit non, c'est elle. Ou rien. Il a commencé avec elle petite. Il ne peut pas la laisser et tout. Vraiment, ils ont galéré ensemble et tout. Il ne peut pas la laisser et tout et tout. Bref, voilà, ils s'est mariés. Voilà, ils se sont mariés. Elle dit que sa petite sœur, elle a vécu bien dans son foyer, elle n'avait pas de problème, surtout que voilà, après le mariage, voilà, eux vivaient en ville et les parents, ils étaient au village à Bouddha. La dame, elle était, voilà, sa belle famille, la belle famille de sa petite sœur, là, ils étaient à Bouddha, ils étaient au village. Donc, il n'a pas eu de problème. Alors, ce qui se passe, c'est que 4 mois avant sa disparition, là, avant ça, 3 mois avant que moi je ne constate que voilà, ma cliente, elle n'est plus régulière. Elle m'explique que la belle-mère de sa petite sœur, elle est décédée. Et voilà, ils ont enterré. Naturellement, tout s'est bien passé. Tout, voilà, ils ont enterré, il n'y avait pas de problème et tout. Elle dit qu'un mois après l'enterrement, c'est là où les problèmes de sa petite sœur ont commencé. Un mois après l'enterrement, la petite, elle a d'abord commencé à rêver que voilà, elle dort dans son lit, elle voit une grosse serpent qui vient, qui lui monte dessus, qui tourne, mais jamais il ne lui fait du mal, mais elle voit le serpent en fait. Elle a commencé à faire ses rêves d'affilée, 1 semaine d'affilée, 2 semaines, puis ça devenait récurrent en fait. Bon, elle a, voilà, les prières et il faut le dire, sa petite sœur, elle est commerçante dans un marché ici à Yaoundé. Je vais taire le nom de ce marché-là également. Elle est vendeuse de poissons. Elle me dit que sa petite sœur là vend le poisson. Sa petite sœur là fait les, comment on dit, les femmes qui vont dans Congé comme là, elles achètent des poissons et puis elles font des tas, elles vendent là. C'est ça que sa petite sœur fait. Elle me dit qu'il est bon de noter que dans les 1 mois là, sa petite soeur a commencé à rêver comme ça. Tout le temps, elle rêvait là. Elle a commencé avec des prières. Bon, elle a commencé à faire ses petites prières. Comme elle est catholique, elle a commencé à faire ses petites prières, à faire Marie qui défait les nuits et tout ça. Et parfois à prendre des petites neuvaines. Et donc, les rêves s'intensifiaient plutôt. Et voilà, c'était toujours ça. Hein. Elle voit le serpent ne lui fait rien, mais le serpent, il est là. Elle se réveille, le serpent peut-être enroulé, il observe et tout ça. Rien, il ne fait pas de mal, mais bon, il y a le serpent quoi qui tourne. Et donc, la petite s'est dit, sa petite sœur s'est dit que comme ils étaient en location dans un camp, elle s'est dit peut-être que c'était le camp qui n'était pas bon, qui n'était plus bon. Peut-être comme il y a des locataires qui viennent et qui vont, peut-être qu'il y a un qui est venu peut-être avec un totem. Donc, elle ne voulait plus rester. Elle ne voulait plus rester. Donc, c'est comme ça qu'ils déménagent avec son mari. Ils vont dans un autre quartier. Ils vont à Ikounou. Dans un autre quartier, ils vont à Ikounou. Ils vont s'installer au niveau d'Ikounou. Et elle dit, les rêves continuent toujours, ça ne s'arrête pas, les rêves continuent. Bref, à un moment donné, elle constate que les rêves là, ça devient réalité. Quand elle dort, elle se réveille, elle voit un gros serpent, justement, qui est enroulé, il la regarde. Là, elle ne rêvait plus, c'était la vérité, c'est la vérité. Donc, elle prend peur. Quand elle s'effraie, elle pousse un cri. Quand elle crie, les voisins qui viennent, elle regarde, il y avait un serpent, on cherche le serpent, on ne voit pas le serpent. C'est comme ça, une semaine, 2 semaines. Elle dit à son mari, vraiment, elle n'en peut plus. Elle préfère que les gars, bon voilà, qui quittent le quartier, elle n'est plus à l'aise, du coup. Vu qu'elle était dans un marché, elle ne voulait pas s'éloigner de sa place. C'est comme ça que ils quittent, ils vont plutôt à Oudia. Donc un peu plus, c'est pas très loin des Kounou, ils vont à Oudia là-bas. Voilà, dans cette zone pour lui permettre de continuer son trafic, son activité. Elle me dit, ma cliente me dit, après ça, c'était la même chose. La femme, elle était la seule qui voyait le serpent. Hein. Ses enfants ne voyaient pas le serpent parce qu'avec le gars, elle a eu un enfant, une fille. Les autres ne voyaient pas le serpent. C'est seulement elle qui va crier, elle va voir le serpent ici et tout. Et il est bon de noter que ma cliente me dit ceci. Elle me dit que sa petite avait aussi remarqué quelque chose depuis le décès de sa belle-mère. Elle avait remarqué que si elle allait au marché et qu'elle prenait 40 cartons de poissons, et voilà, elle rentre le soir, elle fait sa prière et elle dit
Les 40 cartons de poissons que j'ai pris, je veux tous les vendre. Elle dit que là où elle est placée au niveau des marchés, parce que les marchés souvent sont organisés, il y a un secteur où vous allez voir le poisson, le poisson, le poisson. Elle dit que tant qu'elle n'a pas fini ses 40 cartons de poissons, aucune autre femme dans cette zone ne vendra de poisson. Aucune autre. Donc, tant qu'elle n'a pas fini sa marchandise, les autres ne pourront pas vendre. Et donc, elle, bon, ça lui plaisait. Bon, ça lui plaisait pourquoi? Parce que voilà, elle se faisait des bénéfices, elle vendait. Du coup, elle a vu en un mois son activité vraiment grandissante. Elle qui était juste dans un petit espace, elle a commencé à penser grand, à ouvrir une petite poissonnerie, des trucs comme ça en fait, parce qu'elle vendait. Elle a commencé, elle qui avait la peine à finir cette carton, elle s'est retrouvée 40 cartons, 50 cartons. Elle vendait vraiment, elle vendait énormément. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand elle a commencé à arriver comme ça dans le nouveau quartier, à Odiala où elle est arrivée, elle a dit à son mari non, quand elle voyait le sépa et tout, elle a dit à son mari non, elle veut partir. Son mari était déjà exacerbé. Un soir, il lui balance, ah, ne dérange pas les gens, ne dérange pas les gens. Hein? Tu penses que ma mère s'y opposait à notre mariage, pourquoi de son vivant? Hein? Tu as vu son sépan? Hein? Oh, dis-lui oui, depuis qu'il est là comme ça, là, il vient te voir, il est même doux, hein? Il est même doux. Un autre comme ça, là, t'aurait violenté. Lui, doucement, il vient, il se présente à toi. Hein? Dans les rêves, il vient se présenter. Quand il voit que tu ne réagis pas, il vient maintenant dans la vie réelle se présenter également, te faire comprendre qu'il est là, te faire savoir que voilà, c'est lui, il est arrivé, il est là, c'est lui qui t'aide. Hein? Quand tu te places souvent là, tu commandes 40 cartons de poissons, 100 cartons de poissons, tu vends tous les poissons. Tu penses qu'il vend? Tu es trop belle, tu vends trop bien, tu pries trop plus que les quilles. Hein? Tu penses que qui vend? C'est comme ça que son mari, donc dans la colère, il lui balance ça comme ça. Hein? C'est lui qui t'aide à vendre. Tu penses qu'il vend? C'est lui qui vend tout ça. Il vend à ta place. Il te donne. Accepte-le. Tu nous laisses avec les bêtises. Je suis fatigué de déménager. Tu penses que tout le temps, trouver 10 mois de loyer, c'est facile? Hein? J'en ai marre. La femme, scandalisée, elle n'en revenait pas. Elle n'en revenait pas. Elle n'en revenait pas. Quand elle a entendu ça, elle dit quoi? Il dit oui. Chez nous, le serpent, chez nous, c'est la belle-fille qui hérite. Dans nos coutumes, dans nos traditions, on le sait. C'est pourquoi ma mère voulait que j'épouse quelqu'un de chez nous parce qu'avec elle, elle est sûre qu'elle n'aurait pas de problème. Ma mère est en mode, il faut que tu hérites. C'est ton héritage. Quoi? Elle dit que sa petite soeur n'en revenait pas. Et donc, sa petite soeur n'en revenait pas. Ce qu'elle a fait, comme elle est très proche de sa grande soeur, ce soir-là, elle a banalisé. Et puis bon, la nuit, ça n'a pas été comme les autres nuits. Parce que voilà, le serpent, il est venu, il a pris tout son tour, il l'a entouré, comment dire, il s'est roulé tout autour d'elle, il a posé sa tête sur elle et son mari lui a dit, écoute, si tu ne fais pas attention, tu vas mourir là. Donc moi, je te conseille de te coucher tout simplement et de lui dire oui. La fille, ma cliente me dit que sa petite soeur, ce que sa petite soeur, elle lui a dit le lendemain, c'est qu'elle n'a pas accepté, mais elle est restée tranquille. Elle est restée tranquille. Elle ne sait même pas d'où lui est venu le courage de caresser le serpent histoire de l'apaiser parce que son gars lui a dit il est déjà en colère. Et elle a dit doucement au serpent, parle. Il lui a dit parle, il comprend. Parle, il comprend. Quand tu vas l'accepter, quand il va parler, tu vas comprendre. Vous allez pouvoir dialoguer. Et là, elle était choquée. Elle était choquée. Et là, elle a dit au serpent, tout simplement comme ma cliente a dit, elle a dit au serpent vraiment, elle était choquée, elle n'était pas préparée, que le serpent lui donne encore la journée là, elle va se préparer et puis ils vont discuter. Elle s'est endormie. Ma cliente me dit que le mari de sa petite soeur là a dormi comme si de rien n'était. Donc il est parti dans l'autre chambre, aller dormir avec sa fille. Il lui a dit non, cette nuit, c'est votre nuit. Il est allé dans l'autre chambre dormir avec sa fille. Le matin, il s'est levé comme si de rien n'était, il est allé au travail. Elle dit que le monsieur, il a des quincailleries. Voilà, il a des quincailleries un peu partout dans
le territoire camerounais. En fait, c'est le fils d'un monsieur qui a des quincailleries ici. Moi, je vais taire le nom vraiment. C'est un de ses fils, voilà, qui lui aussi, il est rentré dans l'activité de son papa. Et donc, il a aussi pas mal de petits business là, un peu de partout, dans les quincailleries également, et dans les luminaires. Il fait dans les luminaires et dans la quincaillerie. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est que le matin, là, elle n'est pas allée vendre. Elle est sortie, elle est allée prier. Après, elle a appelé sa soeur, elle a raconté. Quand ma cliente a entendu ça, ma cliente lui a dit ne rentre plus. Parce que si tu rentres, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Viens. Et quand elle est venue, elles ont d'abord commencé à marcher, aller d'abord chez les marabouts, les guérisseurs, voir comment on pouvait faire. Bon. Et sa petite soeur a commencé, quand sa petite soeur a partagé avec elle, sa petite soeur a commencé à délirer. Voilà, elle dit que sa petite soeur a commencé à délirer. Et peu à peu, elle voit le pas, elle crie, elle saute, elle court, tout ça. Donc, elle a commencé à partir un peu partout avec sa petite soeur. Elle me dit que c'est pourquoi je ne l'ai pas vue tout ce temps-là. Parce que voilà, elle s'est effacée tout ce temps-là justement parce qu'elle était en train de courir par-ci, par-là pour chercher, pour trouver des solutions à sa petite soeur. Donc finalement, elle est allée chez les pygmées, ça n'a pas donné. Elle est partie un peu partout, ça n'a pas donné parce qu'on lui disait, voilà, il a doté, il a les droits sur elle et tout. Donc c'est son mari, il a les droits et tout, mystiquement, bon, je ne sais pas, spirituellement, il a les droits. Et donc, elle a marché partout. Finalement, elle dit que sa petite soeur, ça s'est calmé chez un pasteur. Elle est arrivée chez un pasteur qui, vraiment, avec les prières, il a fait venir d'autres confrères. Ils se sont associés avec les prières, les jeûnes qu'ils prennent, voilà. Ils sont en train de prier sur elle et ça commence à aller peu à peu. Elle commence déjà à reconnaître les gens, à demander après sa fille, voilà. Elle commence à reconnaître les gens, voilà. Elle parle déjà. À l'heure où elle est venue, quand on discutait, elle m'a dit que non, vraiment, elle a retrouvé complètement ses esprits. Maintenant, là, ce qu'elle souhaiterait, c'est trouver le moyen, en fait, de complètement la détacher de ce monsieur et de voir comment sa petite soeur peut faire pour recommencer à nouveau. Donc, moi, la morale de l'histoire, moi, que je tire ici, c'est que, franchement, moi, je peux comprendre certains parents vraiment qui souvent s'opposent à certains mariages. Et là, je comprends qu'il y a des mariages au camp des parents, que ce soit les parents de la mariée, de la jeune fiancée ou du jeune fiancé qui s'y oppose. Il n'est pas bon d'insister. Parce que parfois, il y a des raisons derrière ces refus qui ne s'expliquent pas, qui ne peuvent pas être expliquées comme ça. Donc souvent, c'est pas bon d'insister. Mais moi, je veux aussi dire aux parents, franchement, les parents, il y a un adage africain qui dit que ce qu'un vieux voit étant couché, un jeune ne peut le voir étant debout. Donc, pour dire que franchement, les parents, quand vous voyez, votre fille ou votre garçon vous amène une fille ou un garçon, voilà, et vous dit, papa, c'est lui ou bien maman, c'est elle que je vais épouser, et que vous avez ce pressentiment-là que voilà, ça ne marche pas, ça ne colle pas, il est bon de donner vos raisons à vos enfants. Parce que parfois, quand vous dites tout court non, l'enfant va s'entêter, l'enfant va se dire non, papa, même pas maman, peut-être que voilà, peut-être parce que le parent, lui, l'a vu quelque part un peu plus loin, que l'enfant, voilà, n'a pas vu. Et donc, franchement, voilà, moi je sais qu'à l'époque, parfois, quand des familles comme ça voulaient se marier, des gens allaient chercher où, je ne sais pas, mais les gens allaient chercher quand même pour se rassurer que est-ce que la famille dans laquelle ma fille ou mon fils va entrer, ce sont de bonnes familles. Donc franchement, il y a des familles aussi où vraiment le wish a évolué. Et donc, c'est ancré déjà dans les coutumes, voilà, comme si c'était dans certaines tribus, je me dis, c'est quelque chose de normal, c'est plus étrange et tout, donc c'est installé. Et quand votre enfant va là-bas, voilà, l'enfant va commencer à rencontrer des misères comme, voilà, la petite soeur de ma cliente, si vraiment, moi j'ai pitié, je dis courage, courage vraiment à ma cliente, courage à sa petite soeur, là, franchement. Donc, moi, je disais aussi, jeunes filles, jeunes gens, il est bon de prier. Il est bon de prier avant toute chose. C'est important de prier, c'est important de remettre tout projet de mariage qu'on a entre les mains de Dieu, de demander au Seigneur de nous révéler qui on a en face, où on va. C'est très, très important. Ne le négligez pas. Et les parents, vraiment, apprenez à dialoguer avec les enfants parce que dire à un enfant, non, je ne veux pas, sans vraiment dire à l'enfant pourquoi, c'est souvent problématique parce que moi, je me dis, si le gars, il avait dit à la fille, donc voilà comment ça se passe chez nous, je ne pense pas que la fille, elle aura insisté ou bien, voilà, à se marier avec lui. Donc, vraiment, c'est très important. Moi, c'est la leçon. Moi, ce que je tire là, c'est que le Seigneur est grand et toujours remettre sa vie à l'Éternel. Toujours se confier à l'Éternel. Chercher d'abord, premièrement, la face de l'Éternel dans tout ce qu'on veut faire, dans tous les projets. Voilà, c'est ce que je tenais à partager aujourd'hui.
Parce que voilà, j'ai des clients qui vivent des situations. Moi-même, j'ai des situations que je vis là où je suis, voilà, dans mes magasins, vraiment. Mais si j'ai tenu à partager ça aujourd'hui, c'est parce que vraiment ça m'a marqué. Et c'est pas le premier sujet qui arrive, voilà. C'est pas la première expérience qui est partagée avec moi, voilà. Mais qui va toujours dans ce sens-là. Et puis je me suis dit, si c'est quelque chose qui vient à répétition, peut-être faut que j'en parle. Peut-être faut que j'en parle pour alerter les autres, pour voilà, que chacun soit averti, soit avisé, que chacun de nous se réveille dans certains pans de la vie. C'est pas avec tout le monde qu'on va faire sa vie. C'est pas avec toutes les tribus, c'est pas, voilà, toutes les tribus, avec toutes les tribus qu'on doit se marier. Moi, je dis comme ça. Je dis pas que chez les Bouddhas, il n'y a pas d'exception. Il y a des exceptions partout, il y a des exceptions. Mais vraiment, c'est de faire attention. C'est de faire très attention. Voilà ce que je voulais partager, DMG, avec toi aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la quatrième histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul le guerrier de Dieu. Et tiens à vous raconter l'histoire mystique que j'ai intitulée Back to Senda ou Retour à l'envoyeur. Cette histoire se déroule dans un quartier d'une ville de la région du centre Cameroun. C'est l'histoire de deux frères qui avaient hérité des terres à la mort de leurs parents. Ces deux frères-là ont pris donc chacun une épouse et le petit frère n'a pas pu avoir d'enfant, mais le grand frère si, notamment deux garçons. Au fil du temps, le grand frère a été habité par un esprit de cupidité, d'égoïsme et il a décidé de féticher son petit frère mortellement. C'est ainsi qu'il a donc fini par réussir. Et à la mort de son petit frère, il a donc décidé par la suite également d'expulser sa femme. Bon, cette dernière qui ne dormait pas, qui priait beaucoup et qui courait dans tous les sens pour se blinder, son beau-frère n'arrivait donc pas à l'expulser physiquement et notamment mystiquement. Mais néanmoins, il a continué dans cette lancée très longtemps jusqu'au jour où les blindages de sa belle-sœur ont renvoyé tous ses fétiches contre lui. Il a donc été frappé et c'est ainsi qu'il avait perdu à son tour également la vie. Et sur son lit de mort, il a donc confessé tous ces sales besoins sataniques qu'il faisait, sa sorcellerie qu'il faisait pour que les biens lui reviennent tout seul. Comme un proverbe ivoirien le dit, l'enfant du serpent, c'est le serpent. Voilà donc ces deux fils qu'il a laissés avec sa femme, notamment avec les biens, seulement avec le seul obstacle qui était sa belle-sœur qui ne partait pas, qui ne lâchait pas prise, qui ne se laissait pas aussi faire. Le petit frère, parmi ces deux enfants, ces deux garçons, a donc été à son tour habité par le même esprit de leur feu papa, c'est-à-dire l'esprit d'égoïsme et de cupidité. Il voulait donc tout pour lui seul. Il s'est donc mis ainsi à féticher son grand frère qui était l'administrateur des biens. Fétiché au point où un jour son grand frère, nous étions au quartier, en pleine journée, son grand frère emprunte une moto pour se rendre dans un quartier voisin. Et là, en quittant la rue qu'il devait emprunter en question pour arriver à destination, il y avait là des poteaux électriques, des anciens poteaux électriques et les fils étaient presque déjà sur le point de lâcher. Mais comme par miracle, c'est simplement à son passage que ces fils de câble électrique là, de la haute tension ont lâché. Notamment un est venu directement sur lui pendant qu'il roulait sur la moto et ça l'est électrocuté, pour ne pas dire foudroyé, de telle sorte qu'ils sont tombés sur le goudron. Je vous assure que le chauffeur de la moto n'a absolument rien eu. Mais le grand frère voit le fils de ce feu homme-là a perdu la vie à son tour et il était là tout noir, il avait noirci, donc calciné, brûlé comme un singe boucané. Franchement, ça faisait franchement pitié et ça faisait peur. On l'a donc conduit à la morgue
Le mototaximan s'est levé, il a pris sa moto, comme si de rien n'était. La moto n'a même rien eu. Lui-même n'a rien eu. C'est donc ainsi que nous avons donc plus eu une connaissance de plus par rapport à cette famille qui ne se plaisait qu'à faire des rituels, des faits maléfiques, des faits de sorcellerie pour justement rester avec des biens éphémères. Comme on le dit, comme un proverbe le dit, vanité de vanité, tout n'est que vanité. Le cycle de la vie est tel que nous naissons, nous vivons, nous mourons, mais nous n'emportons rien de rien qui ont recours aux biens de la terre. Famille DMG, restons en prière pour ne pas, au final, voir à un moment donné, être habité par cet esprit de cupidité et d'égoïsme qui peut nous pousser à la sorcellerie. Parce que, vraiment, la finalité, c'est la mort. Et c'est la mort gratuite. Parce que tu meurs gratuit, tu n'es pas avec rien de cette terre, rien de rien. Par la suite, alors, nous, on avait quitté le quartier. Parce que c'est une histoire qui date d'environ 15 ans aujourd'hui. Hein. Et je ne sais si ce petit frère qui est resté là, voir cet enfant de ce papa qui avait déjà auparavant tué son petit frère pour les biens, s'il est resté néanmoins continuer à féticher sa belle-mère, féticher même sa propre maman, parce que vous savez que quand quelqu'un se plaît à verser du sang pour des biens, il prend goût et il est prêt à écarter tous les gens qui peuvent être bénéficiaires autant que lui dans des biens. Donc il va tout faire, sûrement il est resté continuer à féticher, voire chercher à éliminer sûrement sa maman et sa belle-mère pour rester tout seul avec ces biens-là. Bon, à ma connaissance, moi j'étais quitté au moment où son grand frère était décédé, comme je vous avais dit, je vous ai fait tantôt comprendre, foudroyé par le câble électrique, voire électrocuté par ce dit câble électrique. Donc, famille DMG, restons en prière. Restons en prière pour ne pas être, comme je le disais tantôt, et je me répète, être habité par un esprit de cupidité, voire d'égoïsme. Parce que nous n'emporterons rien de cette terre au moment de notre départ. C'était l'histoire qui tenait à partager avec la grande famille DMG. C'était Salut de Paul Guéry de Dieu depuis la ville de Crébo Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager. Surtout de vous abonner à la grande chaîne DMG TV. Parce qu'avec DMG TV, l'esprit de l'être humain reste animé pour les deux mondes. Parce que c'est-à-dire le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt pour d'autres histoires mystiques. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonsoir DMG TV. Bonsoir à la communauté DMG. Je vais raconter l'histoire qui s'est passée chez nous en famille. Mon neveu, il vivait là-bas avec sa femme. Et chez nous, là-bas, chacun prépare pour lui. Quand il finit de faire sa cuisine, il dépose dans sa chambre. Puisque c'est une famille où le père de famille ne vivait plus. Donc, chacun fait pour lui, quoi. Voilà. Vous savez, les familles polygames, là, chacun prépare sa nourriture et il gagne. Et c'est comme ça, mon neveu, lui, vivait là-bas. Et sa femme a fini de préparer un jour. Ils se sont servis pour midi. Le reste, elle a mis dans la chambre. J'étais enfermée. Ils sont allés se promener un peu. Le soir, elle a préparé le riz. Elle a fait sortir la sauce pour chauffer. À sa grande surprise, elle ouvre la casserole de sauce. Au lieu de la sauce, tout est transformé en asticot. On ne voyait même pas la viande, rien. Une marmite remplie d'asticots, je vous assure. Les asticots là bougeaient comme ça. Je dis, mais ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça encore? Donc, comme moi, je ne vis pas avec eux là, moi, je suis à Taloa. Et c'est comme ça, il a fait une vidéo pour me montrer. Je dis, mais c'est incroyable. Est-ce que c'est possible? C'est comme ça que j'ai une protégée ici. Ah, tante Isra, c'est possible. Moi, j'ai vécu pareille situation. Que à Miyagi là-bas, parce que c'est à Miyagi elle était. À Miyagi là-bas, quand j'étais nourrice, j'ai déposé mon fils sur un lit. Sur le lit pour aller vaguer à mes occupations l'après-midi. Et le lit était, le drap était propre. C'est un nouveau drap. Il était tout propre. J'ai déposé mon enfant là-bas pour qu'il fasse la sieste. Et comme ça,
L'enfant commençait à crier, crier, il pleurait. Sa mère est rentrée dans la chambre pour lui donner le sein. Elle voit l'enfant entouré d'asticots, les asticots qui bougeaient dans sa paume, dans la paume du bébé, partout. La chance qu'elle a eue, c'est que les asticots ne sont pas rentrés dans le nez, bouche, ni oreille, dans les orifices. Et elle a soulevé son enfant, elle est sortie en criant. Et donc, c'était là la petite histoire que je voulais vous raconter. Donc, partagez, likez, commentez. Et puis, bon, quant à la conclusion, vous-même, vous allez tirer votre propre leçon. Merci et à la prochaine. Dans une autre histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Coucou les amis. Bonjour, bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse depuis votre position. L'histoire que je vais raconter ce matin est... En Côte d'Ivoire, on a tendance à appeler les sorciers les ninjas. Donc, j'ai parlé un jour des histoires que souvent j'écoute sur DMG. J'ai parlé de ça avec une de mes soeurs. J'ai dit, que voilà. En tout cas, j'écoute des histoires sur une chaîne là. Voilà certaines histoires. On dit, ils ont fait comme ça, ils ont fait. En tout cas, j'ai parlé de certaines histoires que j'ai écoutées. J'ai parlé de ça à la soeur. Et puis, elle était là, elle écoutait. Quand j'ai fini de parler, puis je lui ai dit, ma chérie, il paraît que chez vous là-bas aussi là, votre village, il paraît que vous aussi, vous êtes dedans, hein. Il paraît que vous êtes aussi, il y a les ninjas chez vous là-bas, ils sont très forts. Elle me dit, ma soeur, il faut laisser. Chez nous là, c'est la kata. Chez nous là, les ninjas qui sont là-bas là, ils sont graves. Elle me dit, c'est pour cela, depuis, nos parents sont décédés là. Nous, on ne va pas au village comme ça. Parce que moi-même, ma grand-mère là, elle était dedans aussi. Depuis que nos parents sont décédés là. Nous, on ne va pas au village comme ça. Quand ma grande soeur vivait, de temps en temps, elle partait. Mais depuis ma grande soeur aussi est décédée là. Moi, seule là, elle fait quoi au village? Comment ils sont en ville ici? Elle ne va pas là-bas. Donc, cela elle va m'expliquer l'histoire d'un jeune étudiant. Elle dit le jeune étudiant, il a eu le bac et il allait à Conakry. C'est en Guinée, l'histoire s'est passée. Hein? C'est en Guinée, l'histoire s'est passée. Donc, elle dit, le jeune étudiant, quand il a eu le bac, il est allé à l'université à Conakry. Donc, il était là-bas. Un jour, il est venu en vacances. Quand il est arrivé en vacances, il était là, il passait un jour dans la rue comme ça. Et puis, il y a un vieillard. Il lui dit, mon fils, depuis que tu es venu, tu ne viens pas me saluer. Hein? Moi, j'ai appris que tu es venu, mais tu ne viens pas chez moi pour me saluer. Est-ce que c'est bien ce que tu fais? Qu'est-ce que le jeune va répondre? Il dit, mais papa, moi, mais je t'attends pour que tu es venu me saluer. Tu dis quoi? Que moi, il n'est pas venu chez toi pour te saluer. Tu sais pas que moi, maintenant, je suis étudiant. C'est toi qui dois venir me saluer. C'est toi qui dois venir me saluer. Le vieux dit en bon. Il dit oui. Il dit oui. C'est toi qui dois venir me saluer. Le vieux dit en bon. Moi, ton grand-père, c'est moi qui dois me déplacer, venir chez toi pour te saluer. Le vieux dit quoi? Moi, je suis étudiant maintenant, le vieux. C'est toi qui dois venir me saluer. Le vieux dit en bon. Tout d'un coup, voilà. Le bras du vieux s'est prolongé. Le bras du vieux est devenu long en direction du jeune. Il dit, bon, d'accord, salue-moi alors. Donc, le jeune voyait maintenant le bras du vieux qui est devenu long. Il arrêtait tout tremblant. Le vieux dit, aïe, tu n'es pas devenu te saluer. Je suis venu, salue-moi. Voilà, maman, salue-moi. Le jeune est là, maintenant, il tremble. Il tremble. Le vieux dit, si tu ne m'as pas salué, tu ne bouges pas. Tu vas me saluer. Tu n'as pas dit que tu m'attendais chez toi pour venir te saluer. Donc, là où tu as arrêté, là, salue-moi. Le jeune est là maintenant, papa, pardon. Pardon, excuse-moi pour ce que j'ai dit. Le vieux dit, moi, je ne vais pas t'excuser, tu vas me saluer. Son bras droit là, est devenu long pour aller trouver le jeune là où il a arrêté. Il dit, tu vas me saluer. Hein. Si tu ne m'as pas salué aujourd'hui, tu vas me saluer. Voilà le jeune, ils ont passé toute la journée là. Le vieux lui dit, tant que tu ne m'as pas salué, tu ne vas pas bouger. Et moi aussi, je ne bougerai pas. Tu vas me saluer. Le jeune est là. Voilà, maintenant, les gens ont couru par le champ pour aller appeler les parents du jeune homme, de l'étudiant pour venir. Ils ont commencé à demander pardon. Commencé à demander pardon au vieux. Commencé à demander pardon au vieux. Commencé à demander pardon au vieillard. Le vieux ne veut pas. Hein.
que tant que le jeune ne l'a pas salué, le jeune ne va pas bouger. Demandez pardon, vieux. Le vieux ne veut pas. Que le jeune là va le saluer à tous les coups, va le saluer. Jusqu'à la nuit est tombée, ils étaient arrêtés là. Le vieux dit, tu vas me saluer aujourd'hui. Si tu ne m'as pas salué, tu ne bouges pas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait sortir le massacré du village. Le massacré qui sort de la forêt sacrée où les hommes vont en initiation là. Où les hommes vont en initiation là, le massacré qui est là-bas là. C'est ça, ils ont fait sortir. Et quand c'est comme ça, quand ce massacre là sort là, toutes les femmes rentrent dans la maison. Les enfants rentrent dans la maison. C'est les hommes initiés seulement qui restent dehors. C'est les hommes initiés qui restent dehors. Hein. Donc, on dit quand le masque est sorti, elle dit quand le masque est sorti, c'est là maintenant, ils ont réussi à calmer le vieux. Ils ont réussi à calmer le vieux. Et c'est là le vieux a accepté maintenant le pardon. Ma soeur me dit la même nuit là, quand ils ont accepté, quand le vieux a accepté le pardon du masque, et le vieux est rentré chez lui, dans la même nuit là, ils étaient obligés de faire des bains au jeune homme. Ils lui ont fait des bains. Ils l'ont lavé. Ils l'ont lavé. Oh. Ils l'ont lavé pour lui faire des bains. Et la même nuit là, ses parents l'ont fait sortir du village. Ils l'ont mis sur la moto. Ils l'ont envoyé en ville. En tout cas, s'il a continué vers Conakry ou bien il a continué où il n'est plus venu au village. Vous voyez? Vous voyez comment les enfants d'aujourd'hui sont impolis. Donc vraiment, pour calmer ce jeune homme-là, c'est comme ça le vieux-là s'est comporté avec lui. Donc c'est comme ça. C'est ce que la soeur m'a expliqué. L'histoire que la soeur m'a expliquée. Donc les amis, c'était là l'histoire que la soeur m'a expliquée concernant le jeune étudiant impoli. Voilà. Donc le jeune homme-là, jusqu'à aujourd'hui, il paraît même qu'il ne vient pas au village. Hein. Il ne vient jamais au village. Il ne vient pas au village. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Connectez-vous sur la deuxième chaîne YouTube à 15h00 pour une nouvelle histoire. Merci. Portez-vous bien. Passez une très bonne soirée. Voilà. Ciao. À demain à 12h pour une nouvelle vidéo des histoires mystiques.